Sunday Production. Dans cette nouvelle capsule, nous allons nous intéresser à un membre essentiel du runner, le pied. Alors si vous voulez savoir comment et pourquoi vous devez muscler votre pied, vous êtes au bon endroit, c'est parti. Le renforcement musculaire est un pilier dans l'entraînement du coureur. Chaque vendredi du 2 au 23 février, découvrez comment la préparation physique ciblée peut révolutionner vos entraînements en course à pied. Alors préparez-vous à courir plus loin, plus vite et avec plus de force. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre nouveau format, la capsule muscu. Dans ce programme, vous allez tout apprendre des fondamentaux de la musculation du coureur et de la coureuse à pied. Et aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fondamental, mais souvent négligé dans la course à pied, la musculation du pied. Alors vous vous demandez peut-être si c'est réellement possible de muscler son pied et quels en seraient les bénéfices, ou bien encore si vous êtes pronateur, supinateur, autant de questions auxquelles nous allons répondre. Et pour nous guider à travers le monde fascinant du pied, j'ai le plaisir d'être accompagné par Thibaut Hoffmer, kinésithérapeute et préparateur physique, co-auteur du livre Running Renfo, la préparation physique en course à pied, publié aux éditions Fort Trainer. Il est également fondateur du Pied Fort. Salut Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Tu es co-auteur avec Fred qu'on connaît bien ici dans le podcast et du coup tu vas animer cette petite émission autour du pied parce que je crois que c'est une de tes spécialités, c'est ça ? Déjà, merci Guillaume de m'accueillir ici, ça me fait plaisir. Je suis ravi de partager ce sujet qui, comme tu m'as dit, me tient à cœur. Effectivement, je suis co-auteur du livre Running Renfo avec Fred Bellouz et on a mis un petit focus sur le pied et donc je suis ravi de partager ces informations avec toi qui, je l'espère, sera d'une grande aide pour beaucoup de runneuses et de runners. J'en ai aucun doute. Alors Thibaut, pour lancer notre échange du jour, ce que je te propose, c'est qu'on commence par le commencement. Beaucoup de coureurs, et moi le premier, on ne se rend pas forcément compte de l'importance du pied dans la pratique de notre sport. On se dit juste que en fait, c'est notre organe qui touche le sol, en fait, tu vois, qui nous permet de toucher le sol et de rebondir, ce qui est déjà pas mal, hein, tu vas me dire, mais on ne va pas forcément plus loin dans son utilité. Selon toi, est-ce que cette vision, elle est juste ? Est-ce que c'est juste la partie du corps qui touche le sol et ça sert juste à ça ? Ou est-ce que ça a peut-être un impact un peu plus important dans notre foulée, notre posture et même dans notre performance au global ? Effectivement, Guillaume, tout commence par un appui. Le pied, pour moi, il a un double rôle dans la foulée. Il a une première phase d'amorti pendant la phase d'appui et ensuite, il va créer de la force pendant la phase de propulsion. En gros, le pied, il a des fonctions multiples. Il va assurer l'équilibre, la proprioception. Un exemple simple, ça va être tu te mets pieds nus, tu te mets sur une jambe et tu essaies de tenir l'équilibre. Tu regardes un peu ce qui se passe au niveau de ton pied, tu vas voir qu'il va corriger plein de choses, tu vas voir les muscles se contracter et se décontracter pour essayer de tenir l'équilibre. Ça, c'est un bon exemple d'équilibre de proprioception. Il va aussi assurer la stabilité et la génération de force. En fait, à la manière un petit peu d'un ressort, le pied va s'affaisser pour prendre l'impact et il va générer de la force pour nous faire avancer. En gros, ça fait vraiment cet effet ressort qui va être appelé la rigidité. Il aura aussi un rôle de réactivité, c'est-à-dire qu'il sera en mesure d'exécuter des mouvements rapides. Bien évidemment, quand on court, on a tout intérêt à exécuter ces mouvements rapidement. D'ailleurs, plus on court vite, plus on va les faire rapidement. Et il a aussi, surtout, un effet de contrôle moteur, c'est-à-dire qu'il est capable de répondre aux sollicitations de ta course, mais aussi du sol. Justement, si on veut parler un peu plus de biomécanique, est-ce que tu pourrais peut-être m'éclairer sur la structure du pied et nous expliquer un peu comment chacune de ces parties va aider la foulée du coureur ? Intuitivement, on va penser à l'arche, on va penser par exemple au talon, on va penser aussi aux orteils. Mais comment est-ce que tous ces éléments s'articulent ensemble pour influencer notre manière de courir ? En gros, tu as des structures osseuses. Le pied, il est formé de 26 os qui vont former des arches. Pas une arche, mais des arches. La plus connue, c'est la longitudinale médiale et qui va en fait former la voûte plantaire, ce que toi tu vas appeler l'arche. On retrouve aussi des arches dans les autres sens, la latérale, la transversale, et le tout va former vraiment ce dôme, ce creux du pied qu'on appelle arche. On retrouve aussi l'os du calcanéum, qui est l'os finalement que tu as appelé talon, et les 7 os du tarse, mais aussi les métatarses, qui sont les os longs qui vont finir par les orteils. Dans ce pied, on retrouve aussi des tissus mous. Le plus connu, c'est le fascia plantaire, qui fait souvent des fasciopathies. Les fat pads qui vont avoir un rôle d'amortisseur, mais aussi les ligaments qui vont créer une stabilité passive et qui vont éviter que tu fasses des entorses, etc.
Mais il y a aussi d'autres choses dans le pied. Dans les tissus mous, il y a aussi le système musculaire. Le système musculaire, il va être capable de générer de la force et créer du mouvement. Donc en gros, quand tout ce beau monde travaille de concert, on crée du mouvement, de l'équilibre et de la stabilité. Ce qui est un peu pratique pour courir quand même. Ouais, tu m'étonnes. J'aimerais quand même avant qu'on aille un peu plus loin dans le pied, j'aimerais te parler de quelque chose, moi, qui m'intrigue. C'est la pronation et la supination. Alors, ces termes, ils étaient autrefois assez omniprésents dans les boutiques de chaussures. Il y avait les modèles, on se souvient, moi, j'étais intéressé par ce modèle-là. On me dit, ouais, mais non, t'es pronateur, t'es supinateur. Alors, voilà, il va plutôt sur ces modèles-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, qu'on en parle presque plus. Est-ce que tu pourrais m'expliquer déjà ce qu'est la pronation et la supination, si on n'est pas forcément à l'aise avec ces termes-là, et surtout pourquoi, selon toi, aujourd'hui, l'accent il est peut-être plus important, aussi important qu'avant, quand on choisit une chaussure. En tout cas, c'est la perception que j'ai. Je peux dire que c'est passé de mode, mais on n'entend plus tout parler, alors qu'il y a encore 6-7 ans, c'était tous les vendeurs ne parlaient que de ça, quoi. Déjà, il y a une information hyper importante à comprendre, que la pronation et la supination sont des mouvements normaux du pied et de la mécanique humaine. La pronation, tu me demandais de la définir. La pronation du pied, c'est un mouvement, et j'insiste là-dessus, naturel, qui se produit lorsque le pied s'enroule vers l'intérieur lors de la phase d'appui. Donc en gros, quand tu poses ton pied va s'affaisser un petit peu. La supination, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'au moment de la phase d'appui, le pied va être un peu plus vers l'extérieur et tu auras plus de charge sur l'extérieur du pied. Alors souvent, on disait que la pronation, tu te blessais plus. Il y avait plus de facteurs de blessure quand tu étais pronateur que supinateur. Est-ce que c'était vrai ou c'était une idée reçue, ça ? Alors justement, en fait, la pronation, elle a une vraie utilité mécanique. Elle est même super importante. En fait, pour répondre à ta question, le pied, il a été sous-estimé en sciences du sport. Tu vois, il a fallu attendre 2005 pour qu'on parle du pied dans la littérature scientifique et 2015 pour qu'on parle des concepts actuels. On a réduit le pied à une structure inerte qui n'était pas vraiment en mesure de supporter la charge et donc du coup, on a diabolisé la pronation. En fait, on pensait tout simplement qu'elle était délétère. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas vraiment compris ce qui se passait biomécaniquement derrière. On n'avait pas vraiment compris non plus la fonction du pied. Donc, on s'était basé, comme souvent, sur des croyances. Et ces réflexions-là, aujourd'hui, heureusement, elles ont évolué grâce notamment à la littérature scientifique qui nous fait pas mal avancer à ce niveau-là. Mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, le pied, il a vraiment un rôle de ressort. Grâce à la pronation, il va emmagasiner de l'énergie qui sera en mesure de restituer derrière pour créer la phase de poussée, donc pour nous faire avancer. Donc il ne faut pas se priver de cette pronation parce qu'elle a une vraie utilité mécanique. Donc concrètement, aujourd'hui, si on veut choisir une paire de chaussures, est-ce qu'on doit prendre en compte ce côté pronateur, supinateur dans le choix du modèle de chaussures qu'on va faire, mais si on se concentre uniquement sur celui-ci, quoi, sur ce critère-là, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Effectivement, il y a plein de critères pour choisir une chaussure, mais si on parlait que de celui-ci, j'aurais tendance à te dire que dans la majorité des cas, non. En gros, le corps, il est flemmard. Il va toujours chercher le mouvement le plus économique pour fonctionner. Donc en fait, s'il fait de la pronation, c'est que pour toi, bien sûr, la pronation, elle est utile. Et donc du coup, il va choisir ce mouvement préféré. Et si tu fais de la pronation, c'est qu'à un moment donné, elle va te servir justement pour faire la phase de propulsion. Bon, tout ceci est assez intéressant. Et du coup, pour en venir à ma question initiale, comment est-ce qu'on choisit maintenant sa chaussure ? J'ai une autre info qui est super intéressante qui sort d'une étude de 2021 qui vient d'Aspetar à Doha, qui nous dit le premier facteur associé à l'économie de course, c'est le confort. Donc j'ai envie de te dire que si tu veux bien choisir ta chaussure, tu vas dans un magasin, tu essayes plusieurs paires, idéalement les paires qui te plaisent bien, tu choisis, tu regardes là où tu es le plus à l'aise, et ça c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner parce que ça a été prouvé, que ce soit pour la prévention des blessures ou pour l'économie de course. Finalement, c'est ce critère-là le plus important. Bon, c'est assez logique, effectivement. Il faut essayer les chaussures, et même c'est pas forcément évident parce que des fois, on peut acheter sur Internet. Mais généralement, voilà, quand on a des modèles qui nous plaisent, on aime bien, on renouvelle un peu la gamme, mais on commence un peu à se connaître. Alors, on a vu que c'était possible, comme tu l'as dit, d'améliorer la qualité de son pied. On a vu qu'on pouvait rectifier aussi certains défauts qu'on pouvait avoir. Mais si on veut aller plus loin, est-ce que c'est possible de muscler son pied de manière efficace ? Est-ce que tu peux m'éclairer sur ce point-là ? Bien sûr, je vais t'expliquer. En fait, tout est parti du concept de foot core training, le gainage du pied en anglais. En fait, à la base, c'est un concept de McKeown qui disait, mais ça marche pour toutes les articulations, que pour une bonne stabilité du pied, il fallait que 3 sous-systèmes travaillent de concert. Ces 3 sous-systèmes, c'est la charpente passive, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les os, les ligaments, le système neurologique,
pour que ton système nerveux contrôle de manière optimale le lien avec les pieds. En gros, est-ce que ton fil électrique est bien branché entre ta tête et tes pieds? Et enfin, le sous-système actif, qui est composé des muscles du pied, que ce soit les intrinsèques ou les extrinsèques. Sachant qu'en fait, on a presque une action sur ces 3 sous-systèmes, finalement, la réponse, elle est évidente. Oui, effectivement, on peut renforcer le pied. Alors justement, tu parles de muscles intrinsèques et muscles extrinsèques. C'est vrai que c'est des termes qui reviennent assez souvent dans la musculation. Alors à titre personnel, on n'est pas forcément tous familiers avec ces concepts. Est-ce que tu pourrais juste nous détailler simplement un peu la différence entre ces 2 types de muscles du pied et quel rôle ils jouent justement respectivement, que ce soit dans la santé, la performance, le bien-être du coureur, quoi? Bien sûr. En gros, c'est très simple. Les muscles intrinsèques du pied, ce sont les muscles qui ont des 2 insertions au sein même du pied. C'est-à-dire que le muscle commence et se termine dans le pied. On peut citer par exemple, pour ceux qui sont un peu calés en anat, l'abducteur de l'hallux, le court fléchisseur des orteils. Les muscles extrinsèques, eux, ils ont une insertion sur la jambe et une terminaison dans le pied ou sur le pied. C'est le mollet, le solaire, le tibial postérieur. Ils vont créer du mouvement, eux, dans la cheville et dans le pied. En fait, on a longtemps pensé que les muscles intrinsèques du pied, donc je me répète, ceux qui sont uniquement dans le pied, qu'ils avaient uniquement un rôle dans la stabilité de l'arche du pied qu'on t'a décrit tout à l'heure. C'est un peu plus complexe que ça, ils ont un rôle un peu différent. En fait, les muscles intrinsèques, ils ont vraiment un rôle de bonification de l'action des muscles extrinsèques. Seuls, ils ont un rôle qui n'est pas hyper important, mais associé aux muscles extrinsèques, ils ont la capacité de potentialiser l'effet des muscles extrinsèques. Je vais t'expliquer quelques exercices pour que tu comprennes. En fait, les muscles extrinsèques, c'est simple, c'est les gros exercices qu'on connaît. Par exemple, le mollet, tu vas te mettre, pour te donner un exercice simple, tu vas te mettre devant le mur, tu vas te mettre tes mains proches du mur pour te stabiliser ou pas d'ailleurs, et tu vas juste faire des montées sur pointe. Ça, c'est un muscle extrinsèque, c'est les gastrocnémiens. Et eux, ils ont effectivement cette insertion dans la jambe et ils finissent sur le calcanéum. Un autre muscle qui est hyper important pour le coureur, c'est par exemple le solaire. Là, pour le bosser, tu vas te mettre assis sur une chaise, tu vas mettre un poids sur ton genou et tu vas monter, pareil, sur pointe de pied. Là, tu vas bosser le muscle solaire. Pour les muscles intrinsèques, on va avoir 2 approches qu'on va choisir un petit peu en fonction de l'expérience du coureur. On va avoir une approche qu'on dit light, avec les exercices plutôt sans charge. Le plus connu de ces exercices, c'est le short foot. C'est un exercice qui paraît assez simple, mais finalement, quand j'essaye de le faire aux athlètes ou à mes patients, je me rends compte que c'est un peu compliqué. On va essayer de le faire ensemble. En fait, tu vas essayer de raccourcir ton pied dans le sens de la longueur en essayant d'élever l'arche du pied. Donc, tu peux essayer, Guillaume, dans ta chaussure, par exemple, si tu as le pied posé au sol. Voilà, un petit tip, c'est que vraiment, tu vas essayer de griffer les orteils sans pour autant que ton pied se décolle. Un autre petit tip, c'est que si tu vas essayer de te mettre proche d'un mur et si ton gros doigt de pied se recule et que ton arche augmente un petit peu, c'est que tu es en train de contracter tes muscles intrinsèques du pied. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est un exercice qui est light parce qu'il n'a pas de charge complémentaire. Un autre exercice, c'est l'exercice de dissociation des doigts de pied. En fait, tu vas te mettre pieds nus et tu vas essayer de monter ton gros orteil tout seul sans que les 4 autres monte. Donc là, tu me regardes, tu me dis, ok, c'est hyper facile. Je vous invite à le faire à la maison et c'est quand même pas super facile. Et on peut un petit peu encore complexifier cet exercice en faisant l'inverse. C'est-à-dire que tu vas lever les 4 autres doigts de pied pendant que le gros orteil reste au sol. Et après, tu peux alterner l'un et l'autre. En fait, ça, c'est des exercices où on va un petit peu appréhender les premiers renforcements musculaires. Mais cette approche qu'on appelle light, elle a des limites. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu cours, on va dire aller à 12-5 km/h, ton pied, il prend une charge de 2 fois et demi le poids de ton corps. Tu vois, moi, je fais à peu près 80 kg. Quand je cours, à chaque impact au sol, je prends une charge de 200 kg environ. Tu vois, donc le pied, il doit supporter beaucoup de charges et il doit être en mesure justement de prendre ces impacts et résister à ces charges. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à aller justement sortir de cette approche un peu light et mettre de la charge. Je
pense que vous avez dû en parler un petit peu avec Fred. Exactement, ouais, on a parlé justement de l'intérêt de pouvoir travailler avec charge sur certains exercices. Et là, effectivement, ça fait sens avec ce que tu nous dis. Alors, on a parlé aussi de mobilité avec Fred. Et j'imagine que la mobilité du pied, elle joue aussi un rôle crucial pour les coureurs à pied, que ce soit sur la performance et aussi, j'imagine, la prévention des blessures. En termes de mobilité, toi, quel exercice tu conseillerais pour augmenter tout ce qui est flexibilité, force, même la dextérité de notre pied? Globalement, pour chaque articulation, la mobilité, elle est essentielle et on en parle beaucoup justement dans le bouquin et on a mis un beau petit focus là-dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant. Déjà, tu te souviens que l'arche, elle est... Pour bien fonctionner, elle doit se déformer pour emmagasiner et pour pouvoir restituer la force. Donc en fait, si elle n'est pas capable de se déformer, donc si tu n'as pas la mobilité suffisante, tu ne vas pas pouvoir utiliser au maximum les effets. En fait, tu contrôleras pas ton geste et donc en fait, tu ne seras pas en mesure de vraiment tirer profit de la force que tu es en mesure de développer par ce pied. En gros, pour te donner deux exercices, simple que vous pouvez refaire à la maison. On va parler de complexe pied-cheville parce que mécaniquement ils fonctionnent un petit peu ensemble. Ça semble évident, effectivement. Voilà, on va commencer par la cheville parce que et Fred pourra bien t'en parler. Il a lui qui a une mobilité de cheville un petit peu à travailler, n'est-ce pas? Ça balance. Un petit peu. Et en fait, tu vas te mettre proche du mur. Tu vas placer ton pied à une distance de 5-6 cm, reculer du mur et tu vas essayer de toucher ton genou. En fait, ta cheville va faire ce qu'on appelle une flexion dorsale et on va voir un petit peu comment ta cheville est capable de se mouvoir dans cet axe-là. Tu vas répéter l'opération en reculant à chaque fois un petit peu et tu vas regarder combien de centimètres il y a entre le mur et ton gros doigt de pied. Pour information, en fait, la norme, c'est à peu près 12 cm. Et vous le ferez à la maison et vous verrez, il y a quand même pas mal de monde qui arrive pas jusque-là. Voilà. Un autre truc qui est assez sympa, et ça va en faire sourire plus d'un, c'est la mobilité du gros orteil. En fait, le premier rayon, il est hyper important en course à pied, parce que, en gros, que tu sois sur une attaque talon, sur une attaque médio, même pointe, tu finis toujours sur le gros orteil, que ce soit pour dérouler ton pied ou vraiment pour le charger. Donc si tu n'as pas ce gros orteil qui a toute la mobilité, encore une fois, tu ne seras pas en mesure de développer ton geste et encore moins ta force. Donc là c'est très simple, tu te mets assis sur une chaise, tu prends ton pied avec la main opposée et tu viens vraiment bidouiller ton gros orteil et tu regardes comment il bouge. Alors, il ne faut pas toujours se fier à sa propre mobilité. On n'hésite pas à comparer un petit peu avec la mobilité des autres, mais c'est une articulation qui a énormément de mobilité. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre votre gros doigt de pied et à tirer vers le haut, tirer vers le bas pour lui faire gagner de la mobilité. Ce sera hyper intéressant pour vous. Alors, on a abordé la force, on vient d'aborder la mobilité. Est-ce qu'on peut maintenant parler du schéma moteur ? Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux d'ailleurs nous expliquer la différence et la complémentarité avec la force et la mobilité par rapport au schéma moteur ? Ok, je vais déjà commencer par te le définir parce que je pense que ça parle pas à beaucoup de monde. En fait, le schéma moteur ou le contrôle moteur, pour être plus précis, c'est l'ensemble des processus qui permettent au corps de produire du mouvement coordonné et surtout adapté à l'environnement. En gros, il est responsable de la planification de l'exécution et de la régulation des mouvements. Bon, c'est encore un truc hyper pompeux, mais je trouve que c'est important de le définir. Globalement, c'est la manière dont ton corps va s'adapter à une situation. Si tu te remémores ta dernière sortie, Guillaume, surtout qu'il pleut en ce moment à Paris, tu te souviens qu'il y avait certainement des flaques d'eau, un trou que tu n'avais pas forcément vu. Tu as réussi à les éviter parce que ton schéma moteur, il est bon. Voilà, tu as réussi à adapter que ce soit la mobilité. Et comment ça se rapproche de la proprioception, ce genre de choses ? En fait, c'est assez complémentaire. En fait, la proprioception, c'est ta manière de percevoir ta position dans l'espace à ce moment-là. Donc, tu étais en train de courir, tu as vu le trou et où la flaque d'eau, et tu t'es dit, ok, ma position, c'est ça, je suis un peu avancé, je suis sur l'avant de mon pied, l'arrière du pied. Et ensuite, ton corps, via ce contrôle ou ce schéma moteur, a créé le mouvement qui était super important. Donc, en gros, pour répondre à ta question, la force, la mobilité et le contrôle moteur, c'est 3 systèmes imbriqués et interdépendants. Ils doivent bien fonctionner ensemble pour que ça marche.
Alors justement, pour nos auditeurs qui cherchent à améliorer leur technique de course, parce que ça c'est essentiel si on veut s'améliorer, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle technique ou exercice on peut facilement, simplement, même si on n'est pas forcément un élite ou accompagné des meilleurs spécialistes, qu'est-ce qu'on peut, on peut utiliser pour justement développer un meilleur schéma moteur? Bon, alors déjà, je vais prêcher pour ma paroisse et en fait, je vais te parler de l'outil que j'ai développé qui s'appelle Pied Fort. J'ai développé avec mes compères Noé à la base, puis Florent. Et en fait, c'est un système modulable qui te permet de faire à peu près 25 exercices de renforcement et de proprioception du pied et de la cheville. Il est composé de 2 bases et en fait, on va pouvoir modifier certains modules en rajoutant une contrainte par-ci, une contrainte par-là. Pour te donner un exemple de contrôle moteur, si tu veux, tu as 2 bases. Une première base qui va être fixe à l'arrière, une base qui va être mobile à l'avant. Et en fait, tu vas pouvoir dissocier ton avant-pied de ton arrière-pied. C'est-à-dire que quand tu mets en charge sur le pied fort, l'avant-pied va bouger. Et toi, avec ton pied, mais tout ton corps entier, tu vas devoir essayer de tenir l'équilibre pour essayer de maintenir cette stabilité. Donc ça, c'est assez intéressant. D'autres choses pour travailler le contrôle moteur, c'est assez simple, hein. C'est les approches light du renforcement musculaire que je te donnais tout à l'heure. Déjà être capable de maîtriser certains mouvements, et après il y a les gammes athlétiques qui sont indispensables pour nous en course à pied. Les fameuses gammes. Beaucoup. Alors, on va ouvrir un petit dossier là, Thibaut. Il y a quand même un sujet qui fait beaucoup de débat dans la communauté des runners, c'est l'entraînement pieds nus. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi en tant que spécialiste du pied, même si tu n'as pas la science infuse, hein, ça ne reste que ton avis, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision par rapport aux bénéfices, aux limites aussi de l'entraînement, de s'entraîner pieds nus? Est-ce qu'il y a des circonstances, des conditions peut-être spécifiques que tu recommandes de faire? Quel type d'entraînement aussi on peut faire pieds nus? Tout ce qu'on entend autour du pied nu. Alors c'est un peu moins la mode, mais pour fut un temps c'était quand même... je pense qu'il y a même des gens qui peuvent voir des coureurs pieds nus. On en voit encore à Paris, j'en ai vu un la semaine dernière. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce qu'il y a dans certains cas c'est intéressant, dans d'autres moins? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Déjà, moi je suis un grand adepte, on parle un peu de muscu, donc moi je suis un méga adepte de la muscu pieds nus, et plus ça va, moins je mets de chaussures lors du renfo. Après, je vais commencer un petit peu par t'expliquer pourquoi c'est intéressant de faire de la muscu pieds nus, parce que c'est le sujet, et après, si tu veux, on peut un petit peu ouvrir pour le reste. Je vais te donner un exemple assez simple du pourquoi c'est intéressant de bosser la muscu pieds nus. C'est que on a un abducteur du 5e orteil, c'est-à-dire qu'on est capable normalement d'ouvrir le petit doigt de pied vers l'extérieur. Et quand je le demande à mes patients et à mes athlètes de faire ça, en fait, on a débranché le câble. Il est plus branché, et je dis aux gens, allez-y, maintenant on va contracter ce muscle-là. Et ils me regardent de travers en disant, mais monsieur, ce n'est pas possible. Après, tu sais... il y a plein de muscles qu'on ne sait plus utiliser. Par exemple, il y a encore quelques années, on savait bouger nos oreilles. On ne sait plus le faire. Il y a encore quelques années, il y en a qui arrivent à bouger un surfril plutôt qu'un autre. On ne sait plus le faire. Les muscles faciaux ont été aussi bien perturbés par rapport à notre évolution. C'est pas forcément un argument pour moi. Désolé. Le fait est qu'on s'en servait pas avant. C'est aussi parce qu'il y a des évolutions sur le corps humain, et vouloir revenir à quelque chose, c'est pas forcément le cas pour ça, mais vouloir revenir à quelque chose d'antérieur, il faut m'expliquer pourquoi ça peut être utile ou pas. Je vais déjà te sortir un argument scientifique. Il y a parce que j'adore ça. En fait, il y a Boone, je me rappelle plus exactement de quel pays vient, cher monsieur, mais qui nous dit que 15% des gens ne savent pas du tout activer certains muscles de leurs pieds. Okay, et comment il explique ça? Qu'en fait, à force d'avoir des chaussures, on perd un petit peu l'ancrage du pied, on rend un petit peu le pied fainéant, et on le laisse plus travailler dans tout ce qu'il est capable de créer, que ce soit de la force, de la mobilité, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je pense que c'est hyper important, notamment de faire ce travail de muscu pieds nus, parce qu'on a effectivement ces récepteurs nerveux sous le pied qui sont beaucoup, et en fait, le fait d'avoir ces chaussures, on perd un petit peu ça.
Mais pour répondre à ta question de départ, si c'était ça la question, le fait de courir pieds nus, ça vient de... Donc pour le renforcement musculaire, ça peut faire sens sur certains exercices de pouvoir s'entraîner pieds nus. On sait, même on parlait de la proprioception, il y a beaucoup de choses qui se font aussi pieds nus, même si après voilà, il y a aussi un débat entre préparateurs physiques et après voilà, chacun défend un peu sa paroisse. Donc ça c'est pour la musculation et pour la course à pied. Pour la course à pied, est-ce que ça peut faire sens ou pas ? Alors j'ai envie de te dire que dans les compétitions, on court pas pieds nus ou alors on part sur un débat maximaliste, minimaliste, un peu dans ce sens-là. C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour, bien évidemment. Mais par exemple, excuse-moi, je te coupe, mais vas-y. c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Alors c'est moins le cas aujourd'hui. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont revenus sur ça, mais il y avait un peu une coutume quand on fait de la piste, c'est à la fin de la séance, on enlève les chaussures et on fait le décrassage sur l'herbe en sens inverse, pieds nus. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins conseillé qu'avant, mais ça, est-ce que c'est pour toi en tout cas, avec ta vision et ton prisme de lecture à toi, est-ce que ça peut être intéressant ou pas de le faire ? Moi j'aimais bien, je trouvais ça sympa. Mais... moi je trouve ça aussi très sympathique. Après de là à vraiment obliger tout le monde à le faire, je pense que c'est un faux débat. Mais je pense qu'effectivement ça permet d'activer. C'est pas inutile quoi. C'est pas inutile, ça permet un de petit reconnecter un peu aussi avec exactement. le corps. On reconnecte avec le sol, on reconnecte avec. Bon ça me rassure parce que c'est vrai que c'est moins recommandé maintenant et je trouvais que c'était dommage. Donc tu vois, ça me... Alors du coup, moi, ça m'emmène à une autre question. On parlait de chaussures, on parlait de technologie. Et c'est vrai que de nos jours, on a les nouvelles mousses, on a les plaques carbone. Et la question qu'on peut se demander, c'est quel impact a ces chaussures, ces nouvelles technologies qui viennent quand même bousculer un peu la biomécanique du coureur et notamment à travers la pose du pied, peuvent avoir sur nous. Est-ce que ça peut pas aussi causer certaines blessures ? C'est quoi toi ta vision ? Je pense que tu dois regarder ça un peu de près, ces nouvelles lames, ces nouvelles mousses. Toi qui t'intéresses au pied, ça peut avoir un impact positif, négatif, neutre. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose si on s'entraîne avec ces chaussures ? Moi, en tant que kiné, déjà, je regarde les chaussures, l'état des chaussures, le style de chaussures que le patient va choisir. Mais bon, c'est quand même un peu un sujet sous tension qui, cette fois-ci, nous emmène un peu vers le maximaliste, vers le minimaliste. Je parlais même pas forcément du minimalisme-maximaliste, parce que bon, ça, c'est un débat qui a déjà été bien traité, mais vraiment, les lames carbone, les nouvelles mousses, qui là, pour le coup, quand même, ont un impact. C'est plus sur ces technologies-là. Je sais qu'il y a eu quelques études qui ont été faites sur les causes de blessures que ça peut générer, surtout si les athlètes l'utilisent beaucoup à l'entraînement, plus qu'en compétition. Voilà, c'était plus par rapport à ça, sans forcément parler du minimalisme ou du maximalisme. Là, la science, comme souvent, quand on commence à chercher, on trouve. On trouve, mais on n'est pas tout à fait d'accord. On a des preuves qui sont faibles sur le fait que, en fait, utiliser une lame carbone et ces mousses un peu spécialisées crée des blessures. Donc je peux pas vraiment te répondre. Peut-être que dans 5-6 ans, j'aurai une réponse scientifique à t'apporter. Encore un petit peu. On manque complètement de recul et te donner une réponse, ce serait mais pas sérieux. Mais conseiller l'utilisation de ces mousses, parce qu'on dit plaque carbone, c'est juste pour être compris de tout le monde. Mais concrètement, si on veut un peu impliquer un principe de précaution, c'est réserver quand même ces types de chaussures. Enfin, pour l'instant, en tout cas, les utiliser avec parcimonie, à être bien à l'écoute de son corps, parce qu'effectivement, ça peut nous éviter d'avoir des courbatures musculaires, mais si ça vient créer d'autres pathologies, une courbature musculaire, c'est vrai que c'est bien de ne pas avoir de courbature musculaire grâce à ces chaussures, mais courbature musculaire, c'est pas grave. Tu vois, si on vient créer un autre problème à côté, et qui là, pour le coup, va nous handicaper peut-être sur les tendons, ce genre de choses qui sont des blessures quand même qui peuvent des fois nécessiter des opérations. Donc, c'est peut-être plutôt de les utiliser avec parcimonie, parce qu'il y en a qu'on abuse un peu des fois sur des séances de seuil, on les voit. Franchement, maintenant les coureurs, qui n'a jamais vu des mecs avec des lames carbone, même à l'entraînement, au footing, au bois de Boulogne, quoi. Ça devient des daily, quoi, les chaussures, et c'est pas forcément judicieux. En tout cas, avec le peu de recul qu'on a aujourd'hui, si je comprends bien. Déjà parce que ça coûte cher et qu'en fait c'est assez friable comme mousse, et c'est surtout que souvent on achète la chaussure, on l'essaye, on est à l'aise dedans, et puis là on bombarde, on va faire sa sortie de seuil comme une brute avec, et finalement on n'a pas créé l'adaptation de son pied là-dessus. Donc un peu comme toutes les chaussures, déjà il faut vraiment prendre le temps de s'habituer à sa chaussure. Et effectivement, j'ai pas d'autre réponse que de donner. Vas-y avec parcimonie, quoi. C'est intéressant. Alors, avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de la prévention des blessures, parce que la fascite plantaire, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, ça c'est quelque chose, à mon avis, les auditeurs ils disent
J'ai bien connu. Les problèmes de pied, les fractures de fatigue aussi sur les pieds, ça peut arriver. Les problèmes aussi, le gros orteil. Alors ça paraît pas, mais on a l'impression que ça sert à rien. Des fois, on a même envie de le couper. J'ai un ami qui avait été blessé à l'orteil. Alors, il était frustré parce que tout allait bien, en fait. Et il avait presque envie de le couper parce qu'il se dit ça sert à rien et ça me fait mal. Parce qu'on, voilà, il jaugeait pas un peu l'intérêt du truc. Les entorses. Il pourrait essayer l'exercice, du coup. Ouais, je suis pas sûr. Et les entorses, l'inflammation du talon d'Achille, voilà. Est-ce que le renforcement du pied, ça peut nous aider justement. Tu vois, on parlait de la fasciite plantaire. Qu'est-ce que ça peut nous aider tout ça si on renforce pour éviter ces problèmes-là qui sont quand même très très courants chez les coureurs. Oui. Alors il y a deux aspects là-dedans. Il va y avoir l'aspect plus performance, et là je suis convaincu, et les études scientifiques aussi, que ça amène du mieux, notamment dans l'économie de course. Et au niveau par contre de la prévention des blessures, là on est moins sur un consensus scientifique, donc je ne vais pas pouvoir t'affirmer clairement que ça réduit les blessures. Par contre, dans mon quotidien de kiné, tu vois, tu citais la fasciite plantaire et c'est un très bon exemple. La fasciite, pour vulgariser un peu, c'est une tension excessive sur le fascia plantaire, donc vraiment la structure que tu as sous le pied, qui est mise en tension par ce qu'on appelle un système de treuil de la chaîne postérieure. Alors ça paraît un peu compliqué, mais si tu veux, tous les muscles de l'arrière de ta jambe, ils sont liés les uns les autres et ils finissent sous le pied. Quand il y a trop de tension à ce niveau-là, le pied est plus capable de supporter la charge que ça entraîne. Et en gros, en rééducation, le travail central là-dedans, ça va être de travailler le pied. Et en fait, on a des résultats quand on travaille le pied. En fait, on rend le pied en mesure de supporter ces contraintes-là. Donc, j'ai envie de te dire, on peut conclure qu'il y a presque des preuves indirectes que le travail du pied pourrait avoir un bénéfice sur cette pathologie et donc potentiellement sur la prévention des blessures. Ça marche aussi pour des blessures connues en course à pied, tendinopathie du tibial postérieur, sur les entorses où tu vas avoir une stabilité du complexe pied-cheville qui va être plus intéressante. Donc voilà, on a des preuves indirectes mais qui sont quand même assez intéressantes et en fait on le voit sur le terrain que ça fonctionne quand même pas mal, quoi. Alors Thibaut, ça a été un épisode très riche, très dense. D'ailleurs, pour tous celles et ceux qui nous écoutent en courant, si vous avez des fois un peu perdu le fil, ne vous inquiétez pas, on vous mettra une fiche PDF avec tous les éléments clés à retenir. Mais néanmoins, si on doit synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit dans l'épisode d'aujourd'hui, quels seraient selon toi les éléments clés à retenir autour du renforcement du pied en course à pied ? Alors, tu as vu déjà que j'aime bien les stats et j'espère que je n'ai pas été trop pompeux, mais si je veux te donner une dernière stat, au moment de la phase d'absorption de la foulée, quand tu poses ton pied au sol, en fait, le pied, il va être responsable de 18% de ce travail général d'absorption, la cheville de 30%, ce qui nous fait un travail général de 48%. Sur la phase de propulsion, on est plutôt à 12% pour le pied et 38% pour la cheville. Comme tu dis, c'est énorme. Donc tu comprendras mieux pourquoi c'est hyper intéressant de travailler ce complexe pied-cheville. Donc j'ai envie de te dire, c'est intéressant de ne pas négliger le pied et la cheville dans le renforcement. Faut garder qu'un pied il doit être mobile, qu'il doit être capable de développer de la force, qu'il doit être capable de s'adapter à plein de situations. Donc on peut l'entraîner, il faut l'entraîner et il ne faut surtout pas hésiter, comme toutes les autres articulations, comme vous avez pu le voir avec Fred, à mettre un peu de charge au niveau de la charge additionnelle. Merci infiniment pour toutes ces informations. Je rappelle le nom du livre que tu as coécrit avec Fred, Running Renfo, la préparation physique en course à pied, publié aux éditions Fort Trainer et disponible chez tous les libraires sur internet, sur le site iron.fr. N'hésitez pas à vous le procurer si vous voulez aller plus loin. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.